Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que des numéros 10 Agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'ai un invité de grande marque. C'est mon mentor depuis des années. Et Johan Lemini, si je peux te présenter brièvement. Donc mentor depuis des années de Christophe, c'est que je la découvre comme ça, celle-là, mais avec plaisir. Et c'est réciproque. Non, ça fait des années que j'alterne entre des postures, un peu de manager, de coach agile, de coach en méthodo. J'interviens beaucoup en atelier, en événement, sur tout ce qui est intelligence collective, mais sur des gros événements comme sur des petits moments, avec objectif de basculer pas mal les statu quo. Je me suis permis sur la bande d'écrire 1 ou 2 livres, justement sur la dynamique de groupe, sur l'atelier, sur l'intelligence collective, sur design thinking. Et en parallèle de ça, je donne quelques cours en université sur la dynamique de groupe, aussi l'économie circulaire. Voilà, tu m'as demandé quelques mots. Ouais, parce que sinon, ton CV, il fait 15 pages. Non, même parce pas. que il faut savoir que t'es salarié, hein. Je crois que t'es manager. Actuellement, t'es manager. Pendant des années, t'as été coach. T'as coaché combien de personnes depuis le début C'est super dur de juger. Après, tu peux dire coacher avec succès, on va vachement réduire la voilure. D'ailleurs, ça dépendrait de ce qu'on appelle avec succès, mais j'ai la chance de faire ça depuis 6, 7, 8 ans. Et aujourd'hui, juste pour te corriger, je suis salarié et indépendant à l'effort. Donc j'arrive à mixer, donc je continue à coacher pas mal dans les 2 sens. Mais on va tourner sur 200, 300 personnes, je pense. Ça dépend comment on combine, parce que rien qu'en formation, rien qu'avec Clap, je crois que réellement, on doit être rien que là, j'en ai plus à 300, 400, 500 personnes. Clap, c'est quoi? C'est ton side project? Ouais, c'est l'écosystème d'indépendants dans lequel j'évolue, et dans lequel je m'amuse à côté. D'accord. C'est pas commun de voir un salarié qui a son taf au quotidien et qui a aussi son pro. Bah, ça l'est de plus en plus. Après, je fais l'acronyme quitte à orienter les buzzwords, l'acronyme qu'on donne, on parle beaucoup de génération de slashers, qui font plusieurs activités. Je crois que de tête, tu travailles beaucoup avec Manon qui mène pas mal de casquettes et on est pas mal à essayer de cumuler les casquettes et cumuler les terrains de jeu. Tu peux rappeler c'est quoi la définition d'un slasher Un slasher, c'est celui qui a plusieurs casquettes, à chaque fois un peu différentes et qui, d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre ou d'une semaine à l'autre, va changer d'activité temporairement. Parfait, ça me va. Le but du jeu, c'est de pas s'ennuyer. Ouais, je pense que je suis un peu comme ça. Je pense que tu m'as donné le virus, mais on en parlera à la fin du podcast. Ok, alors ce soir-là, dans les secondes qui vont suivre, je vais faire appel à la casquette de Johan, le coach professionnel. Et on va parler un peu d'animation d'équipe au quotidien, si ça te va. Ok, je te suis. Ok. Bah là, comment t'animes un groupe au quotidien Animer un groupe au quotidien, en fait, tu as 2 types de groupes. Quand tu parles de groupe, c'est des groupes, en fait, ça dépend ce que tu cherches à en faire. Si tu cherches à les amener vers un objectif qui est le leur, tu fais en sorte qu'ils se connaissent un peu mieux, qu'ils avancent ensemble et qu'ils se fassent suffisamment confiance pour aller le plus loin possible. Quand on est sur du quotidien long terme, on reparle beaucoup plus d'équipe et l'enjeu, c'est que, le double enjeu, qu'ils avancent ensemble et qu'ils arrivent à atteindre leurs résultats et surtout qu'ils arrivent à suffisamment construire une dynamique pour la tenir dans le temps. Et ça, c'est l'enjeu le plus dur, c'est la temporalité. Plus le moment est long, plus le chemin est dur, quoi. C'est comme on dit dans la dynamique de couple, tenir 7 mois, c'est le bonheur et c'est l'harmonie et la passion. Après, après 3 ans, on se dit, on commence à créer des routines et après 7 ans, c'est là où le plus dur commence et c'est intéressant. D'accord. Une équipe, c'est un peu pareil. Les 3 premiers mois, c'est un peu la passion, tout le monde te découvre, et avec le temps, c'est essayer de garder ça, quoi. Ouais, ça me parle ce que tu dis là, parce que moi au quotidien, justement, j'accompagne les 2 équipes et ouais, les 3 premiers mois, comme tu dis, les gens ils se découvrent, donc on facilite les choses, les gens apprennent à se connaître.
Et après, ça commence à péter, en fait. Ça commence à péter parce que, je l'avais déjà dit dans l'ancien podcast, soit c'est des problèmes d'ego, soit les choses changent. J'aime bien utiliser, l'image du sport. D'ailleurs, si on peut partir un peu là-dedans, bah, par exemple, dans une équipe de foot, les mecs, c'est des pros, hein. C'est les meilleurs dans la catégorie. Donc, ils sont là pour gagner, mais ils sont aussi là pour, bah, pour se faire des passes. Et le jour où les passes viennent plus, la dynamique de groupe peut se péter. Ouais, après la question c'est dans le sens, c'est pour une équipe de foot ou n'importe quelle équipe de sport de haut niveau. Si les passes elles vont moins tourner, il y a des joueurs qui vont moins cibler, l'ego va se positionner, l'envie de se défoncer pour l'autre, elle va pas être là aussi. Parce qu'au-delà des passes, c'est vraiment dans ce qui caractérise le sport de haut niveau, c'est l'envie de se défoncer. Pour le mec d'à côté, sans avoir forcément les lauriers, quoi. Aller compenser les trous, ouais, c'est là où c'est moins drôle, quoi. Ouais, et du coup, quand tu ramènes, bah, l'esprit collectif, dans un groupe qui se disloque pas, mais où il commence à avoir des distensions, en fait. Bah, les distensions, en fait, quand tu vois un peu tous ces comportements, c'est pas mal utilisé dans une approche qui est de démocratie profonde, c'est de dire en fait ces comportements un peu tangents, qui sont un peu cachés, c'est souvent l'expression inconsciente d'un non-dit. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est planqué par une, deux, 10 ou 11 personnes pour le cas d'une équipe de foot. Et un des premiers enjeux, c'est déjà de conscientiser qu'il se passe quelque chose. Donc c'est de réussir à faire en sorte que ce non-dit, ce truc qui est là, il arrive sur l'espace connu, public, et qu'on commence à en parler. Donc premier exercice, c'est déjà de conscientiser qu'il est en train de se passer un truc. Ouais, et comment justement le groupe a conscience, et conscientise justement ce que tu dis, enfin, s'il y a un problème ou s'il y a une chose qui a changé et qui demande à BDMA? Comment tu le mets en avant, en fait? Bah, une technique, c'est, et moi la technique que j'utilise le plus, c'est, de partager une observation factuelle. Tu vois, j'observe que vous parlez moins, j'observe que, la dynamique est moins forte, j'observe qu'il y a moins d'interventions en réunion, j'observe que, il y en a un qui prend plus de place ou plusieurs. En fait, on va observer des choses, on va voir tes comportements, on les met sur la table, je l'observe. Et après, c'est la question, est-ce que déjà vous l'avez tous vu? Et puis, est-ce que vous êtes tous à l'aise avec? Est-ce que vous le vivez bien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous va? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, dont on peut parler, quoi? Et c'est de commencer à arriver par le factuel et sans aucun jugement ni de valeur ni de personne, bah, dire voilà ce que je vois. Est-ce que vous percevez la même chose que moi ou est-ce que je me trompe? Et puis voilà. OK, et si les gens ne sont pas en psychologique justement de se dire, «OK, tu as été factuel, tu as fait part d'une observation», et si tu sens il y a un blocage, tu sens qu'il y a l'éléphant, dans la chambre, je sais plus c'est quoi l'expression déjà? On dit: «Ouais, tu l'éléphant dans la pièce», en fait, Ouais, tout le monde essaie de contourner l'éléphant en frottant les murs, de façon à pas toucher l'éléphant. Mais après, en fait, il y a 2 sujets. Il y a tu peux avoir un déni ou un refus de regarder et dans ce cas-là, c'est un peu plus chiant et donc les gens sont contents, et partagent leurs blagues. Dans ce cas-là, voilà, c'est une situation particulière et tu peux pas provoquer, forcer un groupe jusqu'à l'extrême. De toute façon, c'est pas le but. C'est les gens vivent pas trop mal et après si, il y a pas la sécurité psychologique, c'est un autre podcast que tu as fait ça, je crois. ouais, avec la news. Ouais et s'il y a pas la sécurité psychologique, le but du jeu déjà, c'est que jamais forcer quelqu'un. C'est une invitation à prendre la parole et à parler. Après, il y a une question qui vient derrière, c'est que, faut arrêter là, il faut avoir une discussion avec la personne. Il faut avoir une discussion avec la personne et de toute façon, en fait, la seule certitude, c'est que si le sujet il est pas craqué là, il a tendance à s'envenimer. Ce qu'on appelle des spirales. Avec le temps, les spirales s'accélèrent. Donc c'est de voir avec les personnes qui sont mobilité, habilitées ou qui ont le mandat s'il y a pas quelque chose à faire. Et souvent, si une personne n'a pas la sécurité psychologique, le reste du groupe tendance à suivre. Donc on arrive sur un sujet, les défenses et la sécurité psychologique. Qu'est-ce qui se passe? Et si t'as ça, t'as pas de dynamique de groupe, donc ça commencera par là. C'est le premier niveau. Créer la dynamique de groupe passe par conscientiser les choses. Et s'il n'y a pas la sécurité pour le faire, bah c'est créer les conversations pour recréer cette sécurité. Quitte à briefer les personnes, quitte à coacher les personnes en amont des réunions sur dire que pour montrer l'impact de leur comportement et de ce qu'ils vont provoquer, quoi. Est-ce que tu identifies, certains leaders, de groupe, si tu vois que le groupe est assez nouveau, ou ils osent pas encore se dire, clairement les choses? Est-ce que tu peux passer par ces leaders, Personnellement, j'essaie de pas le faire. ouais? Parce que, en fait, il y a toujours un parallèle et un raccourci qui est fait entre le leader et la grande gueule. Et on identifie des leaders, et de temps en temps, c'en est vraiment, de temps en temps, c'est une grande gueule qui prend trop de place et qui écrase le groupe. Et dans ce cas-là, c'est encore plus dur de donner la main au reste du groupe. Donc j'essaye de vraiment donner à chaque membre du groupe sa place dans le groupe. Après, il y en a qui la prendront plus naturellement que d'autres. Et laisser la place aux personnes d'émerger, mais de pas trop s'appuyer dessus. OK, et les grandes gueules, comment tu les éteins? En rappelant, il y a une étude intéressante qu'on ressort, en fait, quand on a tendance à, et c'est marrant, je crois que c'est un biais de Halo. Quand on sort une étude qui est prouvée, ça fait taire un peu les gens parce qu'ils disent c'est sérieux. Et je crois que c'était une étude d'Anita Goulet qu'elle avait sortie, qui disait qui s'était intéressée à la dynamique de groupe et qui identifiait les premiers facteurs
d'intelligence collective, en fait. Quels sont les facteurs qui sont les plus importants d'intelligence collective? Donc elle mettait une liste de 5 critères qu'elle demandait au groupe. Premier critère, c'est la proportion de femmes dans un groupe, hein. Quitte à commencer, c'est bientôt la fête des mères. Voilà. Deuxième critère qu'on va retrouver, c'est la cohésion du groupe, la motivation du groupe, l'égale répartition de temps de parole. Je sais plus le cinquième. Bref, il y a 5 critères. On demande aux gens de savoir quel est le premier critère et c'est étonnant parce que tout ce qui ressort, c'est souvent la cohésion et la motivation. Et en réalité, Google l'avait bien prouvé aussi, le premier critère, c'est une répartition de temps de parole entre les personnes du groupe plus ou moins égale. Ou en tout cas, se favoriser que les personnes puissent tous plus ou moins s'exprimer. Et donc, résultat des courses, en fait, c'est un truc que tu peux dire. Et je trouve que c'est la personne qui prend beaucoup place et dire, c'est génial tout ce que tu racontes. Même super intéressant. Maintenant, pour être sûr que la dynamique est tourne, je voudrais juste au moins écouter les avis de tout le monde et savoir si tout le monde est à l'aise avec, ou en tout cas, elle a la possibilité de s'exprimer. Et c'est un enjeu très fort, ouais. Et juste en disant, voilà, mon intention, c'est de laisser la place à tout le monde pour créer une dynamique collective, une intelligence collective. Souvent, ça suffit à ne pas braquer à la personne qui peut être un peu grande gueule. T'as dit un mot intéressant là, intelligence collective. Est-ce que tu peux définir, c'est quoi une intelligence collective, simplement? En fait, on a tendance à dire que l'intelligence collective, c'est le 1 plus 1 supérieur à 2. C'est qu'en fait, là, tu cumules les personnes. L'intelligence du groupe, elle est supérieure à ce que le groupe peut faire, voilà, rien d'individu, si on sommet les individus du groupe. J'aime pas trop cette définition parce qu'elle est un peu simpliste et c'est ce que tout le monde cherche. Et j'aime bien repartir de la notion d'intelligence. On dit souvent que tout le monde est intelligent, il y a tous des débats sur les intelligences multiples, mais en fait, au moment de définir intelligence, c'est souvent un peu complexe. Et c'est des questions qu'on pose souvent à un groupe et on voit que les réponses sont assez disparates. La définition d'intelligence, c'est juste la capacité d'un individu à se comporter dans une situation d'inconnu. Comment il va s'adapter, comment il va faire, comment il va bouger. Ça veut pas dire que c'est le mec qui a le plus de connaissances, ça veut pas dire que le mec qui connaît par cœur tout. Au niveau d'un groupe, l'intelligence collective, c'est la capacité d'un groupe à s'adapter et à avancer dans une situation d'inconnu. Donc en fait, une autre métaphore, c'est un peu la citation, je me souviens plus qui c'était. Quand un groupe monte dans un bus, c'est pas une équipe, mais quand le bus en tombe en panne, ça peut devenir une équipe. Et c'est un peu la même chose en fait. L'idée, c'est de se dire, en fait, dans une situation d'inconnu, dans une situation de difficulté, comment le groupe va se comporter. Et dans les équipes que tu as accompagnées, cette dynamique de groupe justement, ça peut prendre combien de temps? Ça peut prendre des mois? Ça peut se faire rapidement? Ça dépend de, tu l'as construit pourquoi. Ça dépend, est-ce que tu construis une équipe, est-ce que tu construis un groupe, ou est-ce que tu construis pour un projet, est-ce que tu construis pour une balade en canoë où ça va remuer dans tous les sens. Ça dépend sur quoi tu construis. Partons vas-y, on va faire l'audit de mon équipe. Partons Avec de mon plaisir. équipe, une équipe produit avec allez, on va pas aller dans les mots, product owner, scrum master, tout. Une équipe produit avec des développeurs qui doit sortir un produit. On va dire que c'est une somme d'experts. On va dire qu'on est une dizaine de personnes. Voilà le contexte. Comment justement tu mets en place ces dynamiques de groupe avec tous ces experts? Première étape, c'est de savoir pourquoi ils sont ensemble. Et déjà, c'est un sujet qui est dans beaucoup d'équipes. Quand on leur dit pourquoi vous êtes ensemble, on se rend compte que, en fait, ils travaillent dans la même équipe, mais chacun travaille sur ses projets dans son coin. Donc déjà, la notion d'équipe et dynamique de groupe, elle est basée beaucoup plus sur de l'affect. Ils sont contents d'être ensemble, ils vont prendre leur café, ils vont prendre leur repas et c'est génial, et ils partagent leur café. Ils partagent leur repas, ils partagent leurs anecdotes personnelles. En tout cas, c'est un collectif de personnes qui vit ensemble et qui vit bien ensemble. La dynamique de groupe, elle n'a pas forcément lieu d'être, en tout cas pas totalement, parce que si quelqu'un a une difficulté, potentiellement une autre personne peut l'aider, mais ils vont pas ensemble braver tout ça. Donc il y a beaucoup d'équipes, et en réalité, je peux sans me planter, la majorité des équipes n'ont pas d'enjeu réellement de dynamique collective, à part de bien vivre ensemble et plus un sentiment d'appartenance. Dans le cas d'une équipe qui travaille sur un produit, sur un objectif qui est unique, c'est vraiment de savoir si tout le monde l'a bien compris et surtout de la réunir autour de ça. C'est-à-dire à chacun temps, avoir un enjeu commun, un sens commun. Ça, le deuxième enjeu, c'est en fait de savoir déjà qu'ils se connaissent un petit peu et de les faire travailler sur un terrain de jeu, un bac à table qui est pas trop risqué pour qu'ils apprennent à évoluer ensemble. Et le troisième enjeu, c'est de bien définir qui fait quoi, comment ils veulent travailler. Ça veut dire définir les rituels, définir un peu comment ils veulent partager du feedback, comment ils veulent bosser, qui travaille sur quoi, quel est le rythme, mais définir un peu le cadre dans lequel ils vont évoluer. Le but du jeu, c'est pas de le rigidifier, et pas de le graver dans le marbre, mais c'est qu'ils commencent à formaliser travaille sur quoi et comment, et à quel rythme. Et après, le deuxième enjeu, c'est quand vont arriver les premières difficultés, de les accompagner, de les faire nommer, de les faire discuter, et en fait, à chacun de ces petits pas, chacune de ces petites difficultés, qui prennent le temps de s'arrêter et de discuter. T'as dit un mot qui m'a interpellé là, bac à sable. Tu peux détailler? Terrain de jeu que tu joues avec le collectif? Comment Non, non, c'est non, si quoi le tu leur bac à demandes. sable? Le bac à table, c'est un sujet, un projet. Si tu parles sur de l'agilité de produits tech, on parle d'une feature, peu importe le nom qu'on va lui donner. Et en gros, c'est quelque chose qui est suffisamment peu risqué, sur lequel ils peuvent travailler ensemble, prendre quelques risques ensemble, voir comment l'autre travaille, apprendre à travailler avec l'autre, sans prendre de risques.
Tu parlais tout à l'heure de sécurité psychologique. Souvent, en fait, la peur, le stress, la pression est un frein à la collaboration. Pourquoi? Parce que, quand on stresse, on a tendance à revenir un peu dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité et donc dans une approche un peu plus individualiste. Si on arrive à limiter un peu le stress ou l'enjeu autour d'un sujet, d'une thématique, d'un projet, et ben, en fait, les gens vont pouvoir l'embrasser plus pleinement et prendre plus de risques et apprendre à travailler ensemble. Et après augmenter, graduellement, le défi, le challenge. Parmi toutes les équipes que tu as accompagnées, hein, c'était quoi les caractéristiques des meilleures équipes que tu as accompagnées? Après, pour répondre à cette question, je suis complètement biaisé parce que, il y a une étude de Google qui est sortie là-dessus sur, Big Équipe avec les 5 premières thématiques et c'est un sujet qui a été traité. Mais de toute façon, là, les caractéristiques des meilleures équipes qui fonctionnent ensemble, c'est tu parlais des talents tout à l'heure ou des meilleurs joueurs qui jouent ensemble, bah, c'est pas avoir les meilleurs joueurs, c'est d'avoir les joueurs qui sont capables de bosser ensemble. En gros, on est vraiment sur la dynamique, de soutien, la dynamique de cohésion, la dynamique interactionnelle, de travailler sur des synergies. On dit que l'intelligence du groupe est pas la somme des intelligences du groupe, mais la qualité dépend beaucoup plus de la qualité des synergies dans le groupe. Là, t'es en train de balancer une cartouche sur le Paris Saint-Germain, là, non? Ouais, Marseille aussi en ce moment. Mais si on va dans le monde du basket, c'est intéressant, là, on est en train de se parler et pendant qu'on se parle, je sais pas quand sortira l'épisode, mais c'est ce qui se passe avec un club comme Miami. Un club comme Miami, en fait, en basket, il y a 80 matchs à peu près de saison régulière et il y a des playoffs après. Et l'équipe de Miami, comme les Lakers, même s'ils viennent de se faire éliminer, ils ont fait les playoffs, c'était une dynamique très parcellaire. Voire ils n'ont pas été très bons, mais quand le cran est monté, qu'ils sont rentrés dans une situation où il y a plus de difficultés, on arrive sur voilà, plus d'enjeux que sont les playoffs, bah ils se sont soudés, t'as une équipe qui performe et qui lamine des équipes qui ont surperformé en saison régulière quand les enjeux étaient moins forts. C'est aussi ça la différence, c'est quand le curseur va remonter, l'équipe va savoir se retrouver autour. Donc quand la difficulté monte, c'est là où on voit les équipes émerger. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pour émerger, il peut y avoir des frictions, en fait. Ouais, généralement ça démarre de ça. Si on reste un peu pour les amateurs de NBA, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'époque des Bulls de Michael Jordan, c'était bourré de friction. Si on prend les Lakers de Kobe Bryant, c'était né de friction. Les mecs se supportaient pas au début, et ça s'est retrouvé autour de ça. Donc c'est un peu l'enjeu du management, c'est que si tout le monde est d'accord et que tout va bien, c'est qu'en fait t'as pas d'équipe encore. T'as un collectif de gens qui sont contents d'être ensemble et d'aller prendre une bière. C'est intéressant, ça. Donc pour toi, les équipes qui performent, c'est les équipes où forcément il y a des frictions, ils débattent, mais après ils sont obligés de trouver une solution ensemble, non? Bah, il y a une différence entre trouver une solution ensemble et accepter de faire un mouvement ensemble. Tant tu sauras jamais si t'as eu raison ou si t'as eu tort tant que tu l'as pas fait. Et le problème, c'est que d'un côté, il y a des gens qui ne se remettent pas en question ou qui avancent pas en groupe et ça challenge pas. Et dans ce cas-là, c'est l'intelligence d'une seule personne ou deux personnes qui va faire avancer le groupe. Donc ça peut marcher. Mais voilà, pas besoin d'un groupe pour ça. Et après, c'est la qualité des débats, en fait. La qualité, aller en profondeur dans un sujet, à se heurter, s'entrechoquer, et rester à un niveau qui est un conflit d'idées, quoi. Et effectivement, comme tu vas faire un compromis pour l'avancer, bah, l'idée, c'est que les gens puissent vivre avec. Pas forcément qu'ils aient raison et tout, c'est qu'ils puissent vivre avec. Et c'est de là que ça va avancer. Là, c'est intéressant ce que tu as dit là, avoir la qualité de débat. Est-ce que tu as des astuces ou pour justement, comment tu fais émerger justement pour avoir une qualité de débat optimum? De la provoque. De la provoque? Ouais, littéralement de la provoque. De toute façon, il y a un truc qui est très simple, c'est que, on dit souvent, hein, tout le monde ne peut pas être d'accord. Et en fait, quand il y a une décision importante et que tout le monde est d'accord, il y a pas de débat, je leur dis: «Attendez, je comprends pas. Dans une heure, vous allez vous mettre sur la gueule pour savoir si vous voulez manger italien, japonais ou un sandwich et là, vous êtes en train d'expliquer que sur un truc complexe, vous êtes tous d'accord et tout va bien. Il y a quand même un truc qui est pas possible». Donc là, vous êtes en train de me dire que tout le monde dans la salle est d'accord avec ça, quoi. Mais t'as pas peur que ça se retourne contre toi? Non, non, parce qu'en fait, c'est pas une provoque un peu gratuite, c'est fait avec le sourire, mais la remarque, il faut la faire tomber au bon moment. Et c'est pas de la provoque pour provoquer, c'est dire: «OK les gars, mais il y a un truc qui se passe». Encore une fois, c'est de refactualiser quelque chose qui est incohérent et leur dire: «Vous voulez faire quoi avec? Vous êtes vraiment d'accord? OK, trop bien, on avance. Vous êtes pas d'accord? Bah, effectivement, c'est le moment de le dire parce que quand il va y avoir une décision, ce sera trop tard pour dire: "Je suis pas d'accord" et c'est dommage, c'est que ce que tu sais, le groupe le sait pas». Est-ce que t'es arrivé à accompagner des groupes où vraiment, c'était difficile en fait? Ça prenait trop de temps? Est-ce que t'es déjà tombé sur un groupe, vraiment difficile où, bah, tu pas trouvé d'issue en fait pour les faire, travailler ensemble? Ouais, il y en a plein, il y en a plein et après il y a plein de sujets qui arrivent derrière. C'est que de toute façon, si tout va bien, il y a pas besoin d'intervenir. Sinon, c'est vraiment ce qu'on appelle, du coaching pommade. «Oh cool les mecs, tout va bien, on va passer un peu de temps ensemble». La question qui se passe, c'est que c'est comme pour tout en fait, plus tu laisses une situation pourrir, plus le temps à investir pour la récupérer elle est importante et il y a des situations qui passent, des situations de non-retour. Donc en fait, la difficulté et un des points, c'est intéressant, ça vient beaucoup de ce qu'on appelle les conversations radicales, qui dit qu'en fait, si les gens ont plus envie d'être ensemble,
et plus envie d'être en relation, en fait, tu pas intérêt à sécuriser ça. C'est comme dans un couple, en fait, tu arrives à la fin de ton couple, quand tu as un conflit de couple, la question que tu te poses à un moment, c'est: «Est-ce que vous avez envie de rester en relation? Est-ce que vous avez envie de rester ensemble ou est-ce que de toute façon vous avez plus envie et ça vous fait chier?» Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de situations pourries, parce que les gens ont plus envie d'être ensemble et on les force à être ensemble. Et souvent, une belle rupture propre, on cherche une porte de sortie propre pour le couple ou pour un membre du couple, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup mieux vécu par les gens. Une équipe, c'est pareil, en fait. Si l'équipe, il y a des membres de l'équipe qui sont contre dedans, où c'est chaud, ils ont plus envie d'être en relation, en fait, ça sert à rien de forcer, quoi. Ils ont plus envie. Et donc, des fois, il y a beaucoup de situations qui dérapent parce que une, deux ou trois personnes décident de ne plus être en relation. Et on leur force à aller là-dedans. Ça fait mal, hein, ce que tu dis là. T'imagines, t'es manager d'une équipe, et ça se trouve, c'est une équipe qui l'a récupéré en cours de route, donc c'est pas lui qui a choisi les personnes, c'est pas lui qui les a accompagnés à les construire. Si vraiment, bah, justement, c'est compliqué de les faire vivre ensemble et de les faire débattre ensemble, tu peux pas dire à un manager: «Oh là, c'est mort ton équipe». C'est pas recevable, non? Non, et puis déjà, en fait, ce qui est intéressant, c'est la question de est-ce que vous voulez rester en relation? Elle est intéressante cette question parce que ça leur permet de conscientiser de ce qui est en jeu, en fait. Quand les mecs se fritent et tout, au moment où tu les regardes, tu dis: «Bah ouais, c'est cool, mais on prend un moment, donc dans un moment dédié», et la première question que tu poses, c'est: «Est-ce que cette relation que vous avez construite, au gré bon gré, malgré, vent, tornade et tout ce que tu veux, est-ce que vous avez envie de la pérenniser? Est-ce que c'est une relation que vous voulez garder ou est-ce que vous voulez arrêter là, en fait?» Et parce que ça permet de conscientiser ce qui est en jeu, en fait, et si jamais ils veulent arrêter là, en fait, il y a une discussion de: «OK, vous avez choisi de plus être en relation. À court terme, c'est pas forcément une option de pouvoir séparer la relation, vous pouvez pas rejoindre 2 équipes. Quelles sont les conditions que vous avez besoin pour évoluer malgré tout?» C'est comme les parents, en fait, tu vois? Il y a des couples qui se séparent avec des enfants et ils décident de plus être en relation et pourtant la séparation se passe super bien pour les enfants, et pour plein de choses, et ils arrivent à trouver un cadre où ils sont capables d'évoluer avec, ils se croisent, suffisamment de sécurité et de confiance pour que ça se passe bien. L'équipe, en fait, est un peu pareil. Tu peux créer un cadre dans une équipe qui sera toujours transitoire ou temporaire, d'une durée plus ou moins longue, où les gens peuvent évoluer ensemble. Mais tu travailles sur comment faire en sorte que vous soyez dans un schéma de relation qui est minimaliste. OK. C'est quoi qui t'éclate justement pour accompagner à construire ce cadre pour ces équipes? Et ce qui m'éclate, c'est un grand mot, en fait, ce qui est intéressant, c'est les conversations. C'est quand tu arrives à la conversation qui est intéressante, c'est tu commences à te retirer. Et c'est génial parce qu'en fait, on a l'impression que chaque situation est la même et effectivement, il y a des patterns qui se retrouvent, hein. Mais chaque conversation est fondamentalement différente de par la singularité des personnes qui rentrent dedans. Et en fait, je voyais des situations où tu dis: «Bah, ça va déraper, ça va partir en vrille», et puis tu as toujours un moment qui dit: «Ah tiens, j'aurais pas vu comme ça», ou tu as toujours, une réaction, ou tu as toujours une discussion qui est un peu surprenante, ou tu as toujours une part de surprise. Et ce qui est génial par contre, c'est quand tu arrives à ce niveau de conversation, dur ou pas dur, il se passe des choses toujours super cool à regarder. Et c'est là où c'est passionnant, quoi. Et ce qui m'éclate, c'est justement d'arriver à cette conversation. OK. Ça t'épuise pas justement d'accompagner ces personnes-là, au quotidien? Parce que ça doit la charge mentale, pourquoi je te dis ça? Parce que moi des fois, il y a des journées où j'emmagasine et même le soir ça continue à tourner et je fais: «Waouh!» J'arrive pas à couper en fait parce que, comme tu dis, il y a des conversations qui sont fortes et qui peuvent résonner en moi et tu en as d'autres, c'est des conversations, qui mènent à rien et on va se dire la chose, ça me rend fou. Ça me rend fou, mais je peux pas imposer, tu vois? Enfin, je sais pas si tu Quand tu tu as des comprends ce que je conversations qui mènent à rien, ouais, après si, je vois ce que tu veux dire. Alors déjà, en fait, faire du coaching d'une personne, moi, ce sera jamais le job de ma vie. Du coaching professionnel pur d'une personne, pourquoi? Parce que c'est trop énergivore. Donc généralement, j'accompagne jamais plus d'1 ou 2 personnes en parallèle, donc 1 ou 2 fois par toutes les 2 semaines, donc c'est sur les rythmes assez lents. Parce que c'est difficile pour moi de déjà, ma compagne le dirait avec beaucoup d'amour et d'humour, c'est la capacité d'écoute chez moi est pas ma qualité première. Donc déjà, je me mets beaucoup dans un modèle qui est adapté et à raison, donc déjà, c'est énergivore pour moi, d'écouter profondément une personne et voilà. Et de 2, c'est énergivore pour moi d'être avec quelqu'un qui est dans une situation où elle refuse de mouvement, où elle tergiverse. J'ai qu'une envie, c'est de la secouer. Et dans les parcours de coaching que j'ai fait, en fait, on t'accompagne beaucoup à prendre de la distance, à pas projeter, et voilà. Donc pour moi, c'est énergivore de quand même de devoir garder cette distance, et d'accompagner proprement et éthiquement une personne. Donc c'est pour ça que j'en fais peu. Et c'est pour ça que je disais que la génération slasher, elle est intéressante parce que tu travailles sur des thématiques très différentes. Autant un jour tu vas travailler sur du processus, un autre jour tu vas manager, un jour tu vas coacher, un jour tu vas faire un séminaire, un autre jour tu vas faire une formation. Et en fait, de mixer les terrains de jeu permet toujours d'avoir un renouvellement dans la tête, une fraîcheur, et de jamais mettre trop d'énergie à un seul endroit qui bloque. Pourquoi? Parce que ça bloque là, c'est pas grave. J'y penserai mon énergie un peu ailleurs. Donc ça, mais accompagner une équipe qui tourne en rond, et une autre technique, moi, que j'ai pour être moins énergivore, c'est toujours de leur demander à certains moments de la conversation où ça baisse un petit peu et on peut intervenir, c'est de dire: «Est-ce que vous pensez que cette conversation peut avoir rapport à
à ce que vous voulez construire, à ce que vous voulez faire, à une valeur. Est-ce que vous avez l'impression de parler des vrais sujets? Donc de temps en temps, ça permet de revenir dans la conversation, de leur dire: «Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce que vous avez envie d'être là? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de te planter de sujet?» Et cette question, elle est assez intéressante. Ça leur permet de reprendre de la hauteur, ça leur permet de les relier à l'objectif de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent atteindre ensemble. Ok. Et si eux-mêmes, ils conscientisent que c'est la bonne conversation et que toi, elle te fait chier, bon, bah, voilà, faut faire avec. Qu'on n'oublie jamais, hein. L'idée, c'est de pas oublier sa place. Et ça m'amène à une dernière question. Comment tu fais pour te faire accepter dans un groupe? Parce que c'est pas facile, hein. Si t'as un groupe de plusieurs personnes, t'as un mec qui arrive, on lui dit ouais, c'est un coach, il vient de l'extérieur. Comment tu fais pour justement te faire accepter en fait? Parce qu'il y a forcément, quand quelqu'un qui vient de l'extérieur, on se dit oh non, il va nous imposer un cadre. Enfin, il y a un peu la peur, tu vois, de changer un peu les habitudes. Comment tu fais justement pour, j'allais dire t'imposer, mais non, mais comment tu fais pour t'intégrer et te faire accepter dans un groupe? Ça, déjà, il y a 2 sujets, il y a la notion de fit et de confiance. La confiance, elle va se construire. Bah, après, en fonction de là où tu arrives et des premiers mots que tu utilises, il y a une certaine crédibilité, à raison ou à tort. Il y a des gens qui sont très crédibles. Pose encore 2-3 questions sur d'où elle vient. Il y a des gens qui sont pas du tout crédibles, alors que c'est des personnes qui sont brillantes. Donc on peut trouver de tout. Maintenant, tu arrives quand même avec un seuil de crédibilité qui est là. La deuxième chose, c'est le fit. Donc la première impression, la deuxième, la troisième, et la capacité à ce qu'il y ait une résonance humaine avec le groupe que tu évolues. Ça, tu choisis peu ce genre de choses. Par contre, moi, la chose que je dis, et c'est vraiment ça, c'est de leur dire: «Eh les gars, votre réussite ou votre échec, votre dynamique de groupe, ça m'empêchera pas de dormir ce soir et de nourrir mes enfants». Donc en fait, c'est de leur expliquer que j'ai pas d'enjeu à ce qu'ils réussissent ou pas. Et la deuxième chose, c'est que si tout va bien pour vous, qu'il y a pas de problème, bah, c'est une bonne nouvelle, dans 2 semaines, je suis plus là. Tu me l'as déjà fait, je crois, hein, quand tu nous as accompagnés, tu nous as sur la fois, j'ai fait: «Mais il est fou ce mec!» Bah non, mais c'est une réalité. Si tout va bien et que pour eux, chacun est individuellement heureux et collectivement heureux, 2 semaines plus tard, les discussions elles sont faites, tout le monde est content, on se prend le champagne, on passe à autre chose. Maintenant, si quelqu'un dans le groupe est pas content, c'est une opportunité. Après, on voit ce qu'on en fait, quoi. Et ça a toujours été une approche. C'est pas d'enjeu à faire réussir ou échouer un groupe. C'est pas ma vie, c'est pas ma boîte, c'est pas mon équipe, c'est pas mon. C'est en gros, les gars, il y a des opportunités, il y a des moments, on le fait ensemble, ou voilà. Mais si vous avez pas envie, il y a du boulot pour tout le monde. OK, Johan, l'heure tourne. On va passer sur la deuxième partie du podcast. Bon, de toute façon, j'étais un bon client. J'ai pas réussi à être bien te cuisiner, tu vois? Parce que je débute aussi dans le podcast, mais tu reviendras et j'arriverai à te faire cuisiner, à te faire sauter ta carapace. Mais Tiens, j'apprécie nos échanges là. Donc là, on va clôturer le podcast. J'ai toujours l'habitude de poser des questions un peu plus perso. Tu as le droit de les refuser, mais généralement, je ne coince jamais les gens. Donc si c'est OK pour toi, on va y aller, Johan. bien, c'est l'argument que j'ai utilisé juste avant, c'est très bien. Bien réutilisé, réadapté en mode podcast. OK, on va commencer par la question que je donne toujours à mes invités. Si une journée faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Ah putain, j'irai dans mes cartons de projet. Déjà, je passerai plus de temps avec mes enfants. Et la question que je me pose, c'est sur ces plus de 24 heures, est-ce qu'ils trouveraient le moyen de dormir ou de continuer à être réveillés? Mais ouais, je pense à passer un peu plus de temps avec mes enfants et ma compagne. Le sport, clairement, avec l'arrivée de mes enfants, c'est ce que j'ai mis de plus de côté. Le sport, aller un peu plus loin dans les choses qui me font kiffer, prendre un crayon, écrire, faire de la photo, me balader, faire des expos, aller plus loin là-dessus. Et c'est marrant parce que, en formalisant avec toi, on met beaucoup d'énergie sur ces temps de travail, on a du mal à protéger, même si j'arrive à plutôt bien le faire, mes enfants, mais qui est la troisième lame? Ça veut dire le sport, aller faire des expos, s'aérer, respirer. Et ça, c'est du mat, c'est les premiers trucs qui sautent. Plus de 24 heures, j'investirai là-dedans, ouais. Pourquoi je te dis ça, Johan? C'est parce que pour moi, là, je te lance la pommade, je te lance les fleurs. T'es un modèle pour moi. Parce que, bah, déjà, t'es coach, t'es manager, t'as ton projet entrepreneurial aussi avec Lap. T'en parles pas trop, mais moi, je le sais. T'as écrit des livres Avec l'app. avec Lap aussi. Je crois que t'as designé des jeux, hein, des jeux de cartes. Enfin, pourquoi je te dis ça? C'est parce que quand, dans mon quotidien, quand je tombe sur des personnes ou mon entourage, ils me disent, ah, j'ai pas le temps de faire cela, je dis, ça marche pas avec moi. Je connais un mec, il fait tout ça, et en plus il a 2 enfants, et il a le temps. Donc comment tu justement, avec tous ces projets-là, comment tu arrives à t'organiser en fait? Bah, déjà, ça a un coût, en fait, de c'est un coût. La première chose que j'essaye de faire, bah, tu quand même les impondérables du boulot à toujours mettre en priorité. Et ça, c'est une réalité. Le deuxième, c'est les enfants. La famille, c'est le plus important. Et surtout, j'ai la chance d'être bien accompagné par ma compagne, donc elle me tirait dessus si elle l'entendait, mais parce que effectivement, on répartit les tâches et effectivement, sur la répartition des tâches, même si c'est un combat quotidien de bien équilibrer, il y a toujours une part de déséquilibre, qu'on essaye, mois après mois, année après année, de combler, et c'est un travail de tous les jours.
Mais la chance d'être bien accompagné, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont quand même super kiffants et tout ça, et la chance d'être rapide en fait en termes de focalisation. La clé de tout ça, c'est en fait quand je lance une tâche une demi-heure, pendant une demi-heure, je suis complètement concentré sur la tâche que je fais. Quand un truc t'éclate, en fait, est très très facile à faire. Donc si tu passes 2 heures à regarder le plafond, 2 heures à faire autre chose, c'est est-ce que c'est la bonne action, est-ce que c'est le bon moment? Et la chance que j'ai, c'est que j'ai trouvé les bons moments, j'ai trouvé les bons rythmes et j'ai trouvé les actions qui m'éclatent. Ok. C'est quoi ta plus grosse addiction? L'addiction, ah ouais, j'ai pas une addiction, mais à la limite, si je dois livrer un truc qui m'éclate, c'est mon côté, j'ai toujours été un compétiteur et surtout, en fait, jamais mauvais perdant, mais toujours très mauvais gagnant. Et le petit vice caché, c'est dès que je regarde un match de rugby, un match de foot, c'est de me connecter à Twitter et de regarder les haters parler en même temps. Et ça, c'est un petit kiff. C'est pas forcément le truc le plus clean, le plus propre et le plus éthique, mais ça permet de regarder une compétition sportive avec une petite saveur en plus. D'ailleurs, sur ça, moi je te remercie, hein, parce que quand Marseille perd, tu m'envoies plus de messages. Et c'est cool, j'apprécie. Non, ça m'obligerait juste à te parler toutes les semaines, donc ça serait dommage de parler que de ça. Mais c'est une bonne remarque. Non, non, j'apprécie, ouais. Mais elle regagne pas mal en ce moment, c'est pour ça que j'en parle moins. Ouais, il y a ça aussi, hein. Ton défaut selon toi? Je vais prendre les mots de ma compagne, parce que c'est la personne qui me connaît le mieux et je pense que sur ça, elle a raison. C'est, la difficulté à c'est le revers de la médaille de faire pas mal de choses et tout. C'est de temps en temps d'être diff sur des tâches qui sont, qu'on n'a pas envie de faire, de les bâcler et donc souvent, en fait, peu de patience en bricolage, peu de patience quand une tâche est un peu rébarbative et voilà, et d'être peu connecté, de peu faire bien sur les choses, on va dire qui peuvent être un peu évidentes. Et ta meilleure qualité selon tes amis? Je ne reposerai jamais la question parce qu'on aurait plein de trucs, mais, je pense c'est d'investir dans la qualité des relations, de prendre de nouvelles, d'être au courant, d'être là pour les gens et c'est super important parce que j'ai toujours estimé que ce soit mes amitiés, mes relations, c'est quelque chose qui s'entretient et c'est le ma compagne me tirait à nouveau dessus parce que voilà, elle a toute énergie, voilà, mais c'est d'essayer d'investir autant que possible. Est-ce que tu as une habitude que tu ne dis à personne? Ouais, on peut en reparler de Twitter, mais je vais pas utiliser celle-là. Bah, en fait, je le dis un petit peu, l'habitude en étant un peu hyperactif, mais ça va pas être super original, que je me suis créé depuis, ouais, 7-8 ans, c'est tous les jours de prendre 10 minutes, d'arrêter tout, de me poser sur une chaise et de respirer. Mais je me cache. Je me cache et c'est, m'autoriser à ralentir. Je suis en mode un peu chien fou, c'est le mot qui ressort souvent, à courir dans tous les sens. Et bah là, en fait, de s'autoriser 10 minutes par jour à ralentir et c'est un truc de fou. Et ouais, c'est cette habitude, j'en parle pas trop parce qu'on n'a jamais l'occasion d'en parler, mais c'est une habitude qui m'est le plus chère. D'accord. Quel est le conseil qu'on donne souvent et dont tu n'es pas d'accord? Tu peux tout faire. Si tu as envie, tu peux tout faire. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, il suffit juste que tu donnes les moyens. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a des profils qui sont plus appétents pour certaines choses, on peut toujours faire quelque chose, mais quelqu'un ne peut pas tout faire. Et c'est aussi de savoir trouver quelque chose dans lequel ça nous éclate. Est-ce qu'on y fait sens? Est-ce qu'on est bon pour ça? On va retrouver des concepts qui sont assez proches de l'ikigai, mais en fait aujourd'hui, de pouvoir être bon dans quelque chose et ou voilà et des fois même le travail, même un excès de travail ne remplace pas une part de chance, un certain talent. C'est quoi l'ikigai? Tu peux expliquer? Je sais c'est quoi, mais De tête, en fait, c'est un moyen de trouver, un sujet, un projet, une action pour lequel, le monde a besoin, donc déjà qui fait sens, qui a un impact, sur lequel tu es en plus doué dans ce que tu fais, tu es payé pour et en plus tu as le mandat. Donc on va essayer de se retrouver un maximum au milieu des 4 et c'est là où en fait on a la capacité à le plus agir sur ce qu'on veut agir. Et donc on questionne sur, qu'est-ce qui est un peu au centre de tout ça? Donc après, est-ce que, par rapport à ça, bah, on choisit de travailler sur autre chose, on a le plus de poids? Est-ce qu'on choisit de voilà, c'est une réflexion de fond. Mais voilà, mais ça veut dire aussi que, les sujets sur lesquels on n'est pas bon et même pas doué et même, tout le travail du monde, par exemple pour moi le bricolage, à me dire qu'un jour j'arriverai à monter, comme certains potes le font, du placo, non. Même avec toute l'énergie du monde, j'y arriverai pas. ah bah moi, moi j'ai monté un meuble Ikea et mon ego est tombé par terre, hein. Je crois que c'est un outil, c'est marqué 40 minutes. Je crois que j'ai passé 2 jours. Ouais, mais ça c'est fake ça. Même les mecs bons, ils y arrivent pas, quoi. Ah, tu me rassures. Ça c'est fake. Ou ben, toi, tu auras peut-être des auditeurs qui vont t'apprendre à le faire. Et allez, 2 dernières questions. Il y a un métier qui te plairait de faire que tu jamais fait? Ouais, ça a toujours été un projet, un side project, mais qui est pas super original. Mais les 2 activités qui me plaisent le plus, c'est de lire et de jouer. Beaucoup. Et en fait, ça a toujours été de tenir et des gens se sont lancés, avec des succès relatifs. Il y en a qui ont fait des trucs assez cool, mais de tenir un espace de jeu, boire, lire, poser, toujours quelque chose qui m'a éclaté et de croiser des gens autour de ça. Donc ça sera un projet qui m'a intéressé
Encore une fois, c'est des projets dans des cartons qui peut-être ressortiront un jour, quoi. Mais cette capacité à toujours d'avoir du relationnel et de construire sur des relations et de construire un espace autour de ça, je trouve ça surkiffant, quoi. OK. Et justement, tu parlais de bouquins, quel est le bouquin qui t'a le plus marqué? Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Je vais en citer 2 là, mais parce qu'ils sont assez récents, c'est difficile d'aller chercher, tous les bouquins lus, donc j'ai cherché dans les récents. Il y en a un que j'avais aimé, je parle un peu de NBA parce que, en fait, le sport, quand on monte à haut niveau, sur la dynamique d'équipe, c'est toujours une source d'inspiration de voir comment les gens ont fait. Et la bio de Phil Jackson, donc c'est un entraîneur qui a entraîné à la fois les mecs les plus insupportables du monde, c'est Michael Jordan et Kobe Bryant. Et sa bio, elle est super intéressante parce que c'est un mec qui vient justement du monde de ralentir, c'est un Indien, Cherokee par origine et qui s'inspire beaucoup des disciplines bouddhistes, taoïstes, tout ça. Et c'est passionnant comment il arrive à apporter toute cette discipline dans un monde ultra concurrentiel, ultra business qu'est la NBA, avec des profils à des égos surdimensionnés. Et de lire ça, c'est ultra rafraîchissant et ultra cool. Et le deuxième, là, c'est un conseil tout récent, là. C'est un des derniers que j'ai lu, d'une personne avec qui je bosse un petit peu, qui est une pépite et qui m'avait conseillé un bouquin sur les 5 regrets, des personnes à la fin de leur vie, qui a été écrit par une Australienne, là, qui travaillait sur les soins palliatifs et qui a croisé beaucoup de gens en fin de vie et qui s'intéressait beaucoup aux regrets qu'ils ont pu avoir. Et donc, en fait, il y a 5 regrets. Effectivement, on va retrouver, pêle-mêle, hein, de pas avoir accordé assez d'importance aux enfants, de pas avoir assez protégé son conjoint, sa conjointe, investi là-dedans. On va retrouver d'avoir trop travaillé, on va retrouver d'avoir vécu une vie qu'on voulait pas vivre, mais que les autres voulaient vivre pour nous. J'ai plus le 5e en tête, mais c'est un livre que j'ai trouvé passionnant parce qu'en fait, autant c'est des choses qu'on rabâche dans tous les trucs de toutes les quotes, dans toutes les phrases de coach, inspirationnels ou d'entrepreneurs soi-disant à succès. De l'entendre de la bouche d'une infirmière qui passe son temps à accompagner des gens en soins palliatifs, de dire qu'en fait c'est ça qui ressort, ça a pas le même écho, ça a pas la même résonance, ça a pas la même prise de recul et ouais, c'était une vraie claque en fait. OK. On mettra la référence dans la description du podcast. Mais ouais, génial. Je note. Bah écoute, Johan, merci à toi. Bah merci à toi pour l'accueil. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Johan? Sur internet, sur LinkedIn? Moi généralement mon LinkedIn il tourne. C'est plutôt sur LinkedIn, ouais, c'est la source sûre. Après un peu sur Clap, s'il y a besoin. Claps, tu peux rappeler un peu, C'est un collectif d'indépendants qui a été créé il y a 7 ans, avec des gens passionnants qui bossent dedans et qui ont des parcours assez divers, qui viennent du design, du marketing, de la prise de parole, de l'entrepreneuriat, et qui travaillent avec envie de bouger les lignes et de d'amener les gens dans un cadre, dans un terrain de jeu suffisamment intéressant et challengeant, mais suffisamment protégé pour dépasser leurs limites, quoi. Et c'est assez intéressant, on s'amuse bien là-dessus, et surtout il y a un respect énorme entre les personnes qui composent ce collectif. Donc voilà. ça se voit pas là, hein, mais tu beaucoup trop modeste comme gars, hein. Je sais que t'es en train de t'écrire Ça un se bouquin dit, là et dit. tu parles pas! Non, et ça se voit pas. La modestie, c'est pas mon fort. Il y a beaucoup de gens qui croiraient pas, C'est vrai? mais je le prends, ouais, comme ça permettra de le ressortir à l'occasion. Et donc ce prochain bouquin, il reste secret ou? Non, 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 prochain bouquin, mais en fait, pourquoi j'en parle peu? Parce que, déjà, dans tout ce qu'on a essayé de faire un peu ensemble, c'est de jamais essayer de réinventer la roue. Il y a énormément de gens qui ont fait des boulots énormes et le but du jeu, c'est de ramener ça dans une thématique commune qui est un peu plus agnostique. Et ça a été la carré de facilitation, on n'a rien inventé réellement, donc c'est juste d'être capable de remettre tout ça dans une histoire, une timeline qui est cohérente, où chacun peut piocher. Et en fait, autant la première fois, on était vraiment sur des approches de design thinking sur le bouquin qu'on a réédité, et parce qu'on voulait partager la méthode et un mindset, autant la deuxième fois, on voulait vraiment rendre les gens autonomes, autant là, le sujet qui nous drivait, c'était le changement. Et surtout, un peu en se marrant, ce qui est pas mal utilisé dans les approches de guide de Palo Alto, c'est le non-changement, en fait. Et je vois beaucoup de gens se promettre, surtout dans les thèmes, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, hein, qui est autour de réchauffement climatique, de il faut bouger son cul, il faut faire sa part. Je suis convaincu de tout ça, mais en fait, la traduction en action, elle se fait, de façon super parcellaire et de façon très incohérente avec le niveau de discours et d'ambition qu'on a. Arrêter de fumer, penser à manger bien, prendre soin des autres, ralentir sur le travail, redonner du sens. Voilà, énormément d'injonctions et ça se traduit pas. Donc en fait, on a toujours voulu, et c'est une discussion qu'on avait entre nous, de faire un carnet justement sur le changement et le non-changement, avec une approche un peu paradoxale. Et là, l'idée qu'on est en train de construire, c'est un carnet, un peu un carnet, pas d'auto-coaching, parce que c'est pas le terme que j'utiliserais, mais qui va reprendre un peu les recettes du carnet de facilitation, qui mixe exercice, partage théorique, décryptage à un moment d'une personne, questionnement, un peu de bootcamp, parce qu'on dit aussi que les idées, la créativité doivent venir d'elles-mêmes. Mais c'est un muscle, c'est comme l'esprit critique, c'est comme la capacité à avancer. Si t'es pas habitué à le faire, en fait,
tu vas pas faire des miracles. Donc aussi, à certains moments, c'est prendre le temps de se remuscler un peu avant de reprendre ton sujet. Donc c'est un peu autour de tout ça. On arrive, en plus, on a fait des interviews assez chiadées avec des gens qui étaient passionnants, qu'on voulait embarquer dans le bouquin, d'horizons très différents, qui n'ont rien à voir avec l'IT, l'agilité, et que je crois qu'ils connaissent peut-être même pas ces mots. Et c'est assez passionnant, on voulait sortir de tous ces cadres et d'apporter un autre regard. Le temps dira si c'est un succès. Ouais, moi, j'ai lu tes anciens bouquins, je me fais pas de soucis. Et ça sortira quand, je pense Je m'avance pas là-dessus, Ok. parce que on est quand même des étudiants dans la tête. On a des deadlines et des deadlines, en fait, comme le sujet est un peu plus complexe, on a tendance à un peu les dépasser, mais pas trop. Mais là, on est sur début 2024, premier trimestre 2024 ou deuxième trimestre 2024. Ça marche. D'ici là, tu reviendras dans ce podcast. Ah bah, carrément. Merci, Johan. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci pour l'accueil. À bientôt, Johan. À bientôt. Salut. Salut. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt!